Chers amis de TechTalk TV, bonjour. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'iPad. Il était déjà classé au rang des objets mythiques avant même sa sortie aux États-Unis début avril. Ce nouvel objet qui est devenu un véritable objet de convoitise, va-t-il changer, transformer notre rapport à la consommation des médias, à la consommation d'Internet en mobilité? Et d'une manière générale, l'iPad, qui est un objet tout à fait nouveau, sublime-t-il ou infantilise-t-il nos attentes? Alors pour en débattre aujourd'hui, j'ai réuni Sandra Pimbeny, qui est enseignant-chercheur en marketing. Bonjour. Et Jean-Michel Planche, qui est entrepreneur numérique, qui se définit même comme plombier du numérique et qui est à la tête d'une entreprise qui est éditeur de logiciels en management de la qualité de service. Bonjour. Alors on va peut-être commencer par vous présenter rapidement. Oui, donc je peux me présenter. Donc, je suis enseignant-chercheur en marketing, professeur associé à La Rochelle et spécialisé plutôt dans le domaine des arts et de la culture. Voilà, donc ce sera plutôt le volet édition, e-book. Je pourrais apporter. Usages, voilà, exactement. Tout à fait. Jean-Michel. Donc rebonjour, je suis Jean-Michel Planche, alors entrepreneur du numérique, mais plombier du numérique, ou plutôt devin plombier, comme mon célèbre Shadok préféré. J'aime bien ce terme-là. Donc je suis plutôt de l'Internet 0.0, celui où à l'époque où ça voulait dire symétrie des usages, ça voulait dire partage, etc., etc. Et donc j'ai fondé une société un peu connue à l'époque qui s'appelait Olean, qui est devenue l'un des premiers fournisseurs d'Internet en France. Et puis là, effectivement, je m'occupe d'une deuxième société depuis 10 ans, où on s'occupe de supervision et de qualité de service, en travaillant avec la plupart des grands opérateurs ou des grandes entreprises. Et ma vie avec Steve Jobs a commencé déjà il y a un peu plus de 20 ans, où j'ai même trempé dans l'affaire Next, quand il était chez Next à l'époque. Donc j'ai pu évoluer et voir ce que c'est devenu, et c'est toujours entre du très chaud et du très froid, et de l'amour et de la haine, et je pense qu'on va en parler. Tout à fait. Justement, j'en parlais en introduction, il y a eu tellement de buzz autour de la sortie de l'iPad qu'il était quasiment devenu un objet mythique avant son lancement aux États-Unis. Les résultats sont au rendez-vous. Il s'en est vendu environ 3 millions, plus de 3 millions en 80 jours selon les annonces qui ont été faites en début de semaine. 1 million aux États-Unis en moins d'un mois, en 28 jours. Les prévisions de vente sur 2010 qui étaient évaluées à 4 millions d'unités ont été réévaluées à 8 millions, c'est-à-dire le double. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est au fond, cet objet est-il utile ou pas? Bonne question. Je pense pas que l'utilité soit le facteur premier. À mon avis, il y a d'abord un attrait. Un attrait lié alors en partie à l'ergonomie, mais l'usage, je le vois plutôt comme un objet hybride entre un ordinateur et un smartphone. Alors justement, c'est le positionnement de l'iPad. Comment est-ce qu'on doit l'aborder? C'est destiné à remplacer les netbooks, les ordinateurs à terme. C'est un gros iPhone avec lequel on ne peut pas téléphoner. Comment vous le voyez, vous? Alors, c'est une question complexe, et on a relativement peu de temps, donc ça va peut-être être compliqué, mais pour moi, ça va pas remplacer des produits, ça va plutôt effectivement compléter, ou tout au moins il y a des produits qui sont pas du tout adaptés, qui vont disparaître dans l'usage, et cette chose-là va quand même trouver sa place, et c'est le bon moment. Alors, c'est vrai que quand on le regarde comme un ordinateur personnel, on peut être que déçu. Parce que l'ordinateur personnel n'est pas un terminal, c'est un initial. Et ça nous permet d'exprimer une certaine créativité, de développer, etc., etc. Mais si on regarde un peu plus les usages qu'on fait au quotidien de notre micro-ordinateur, on s'aperçoit que 98% du temps, on n'est pas du tout en création, on est plutôt en élément terminal, en consultation ou autre. Et là, cette espèce de chose devient assez extraordinaire. Et plutôt que d'utiliser alors un netbook qui est relativement, il y a que son form factor qui est intéressant, et là le form factor de l'iPad est beaucoup plus intéressant quand on doit se déplacer à distance. On n'a pas à prendre avec nous un truc qui fait 2 kilos. Si on le perd, c'est pas forcément très grave parce que le contenu potentiellement est ailleurs. Et on s'aperçoit qu'il fait très très bien sa fonction pour laquelle il a été conçu, ce que j'appelle le l'info refueling, où on va effectivement de temps en temps se resynchroniser par des sources d'informations ou les avoir online. La problématique devient alors, est-ce que toute source d'information peut être consultable dessus? Est-ce que tout le monde peut créer de la valeur sur cet objet? Et là, on va en reparler peut-être aussi tout à l'heure, je dirais qu'il y a un pas très positif par rapport au Minitel qu'on a connu, c'est beaucoup plus intéressant, mais si on fait pas attention, c'est ce on risque de voir arriver une chose qu'on va appeler du Minitel 2.0, sur lequel toute la création de valeur va être captée par quelques-uns.
C'est peut-être là où c'est beaucoup plus important que de savoir s'il remplace un netbook ou s'il remplace autre chose, si je peux me permettre. Alors avant de poursuivre la discussion là-dessus, je vois que vous êtes venu avec le vôtre. Quel usage en faites-vous ? Alors, au départ, je voulais remplacer mon ordinateur en déplacement. Je ne voulais pas prendre le risque qu'on me casse ou que je perde un ordinateur qui coûte plus de 2000 €. La douane, passer les douanes, c'est toujours quelque chose de complexe. Je voulais quelque chose en mode device. L'iPhone, c'est très bien, l'écran est trop petit. Donc, je voulais quelque chose de plus confortable et j'avais 2 usages, ou plutôt 3, de la navigation et de la lecture. De la capacité à tweeter de temps en temps, donc 140 caractères, c'est pas très compliqué, sur un iPhone ça peut fonctionner. La capacité surtout à faire des présentations et à les passer au travers d'un écran VGA traditionnel. Donc c'est plutôt, vous voyez, c'était ce genre d'usage. Assez vite, j'ai relativement déchanté parce qu'on m'a expliqué que non, on pourra peut-être pas connecter ça à un écran. Oui, c'est peut-être compliqué. Oui, il va falloir attendre l'équivalent d'un PowerPoint. Bon, mais tout ça, c'est venu et tout ça, ça fonctionne. Et un jour, j'ai fait le grand saut. Je suis parti à l'étranger juste avec ça, sans le doubler avec un ordinateur. Et ça a très bien fonctionné pour l'usage que j'en avais, c'est-à-dire derrière, présenter, lire mes mails, regarder 2-3 bricoles et surtout passer mes présentations. Modulo le fait quand même que les logiciels sont pas tout à fait aboutis, il y a encore un peu de travail, mais ça a parfaitement rempli son usage. Alors Sandra, est-ce que tu as un iPad, toi ? Non, alors j'ai un MacBook, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, et un iPhone. Donc j'ai pas encore sauté le pas. Donc effectivement, si je suis amenée éventuellement à acheter un netbook, je me poserai la question d'investir dans un iPad. Mais là, j'attends d'en savoir un petit peu plus sur les usages. Quel est l'usage que tu pourrais en faire, ou qu'est-ce qui te rend pour l'instant inutile d'en acquérir un ? Pour l'instant, c'est principalement de la consultation. Ce serait un usage aussi type présentation PowerPoint et puis lecture d'ouvrages. Donc pour l'instant, l'iPhone, on va dire, l'iPhone suffit. Voilà. Parce que voilà, ouais. La première question que tout le monde a eu en tête, c'est au fond, est-ce que l'iPad n'est pas un gros iPhone ? Ou un gros iPod Touch. Avec en plus un inconvénient, c'est qu'il faut quand même monter en gamme pour avoir un modèle 3G, qu'en France on n'a pas du Wi-Fi partout, pas facilement en tout cas, et que c'est une contrainte. Oui et non, c'est-à-dire que il se trouvait que j'étais aux États-Unis au moment où il est sorti en 3G et j'ai absolument voulu avoir la version en 3G. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, parce que j'attendais des offres intéressantes de la part de nos amis opérateurs et je les attends toujours, donc j'ai pas sauté le pas d'avoir du 3G dessus. Si on le fait correctement et si on se débrouille bien, a priori, en le pairant ou à l'appairant avec son iPhone, il n'y a aucune raison d'avoir forcément de la 3G dessus, puisque de toute façon on a un téléphone, donc il n'y a pas vraiment de raison de payer 2 fois un abonnement data quelque part. Mais il y a un usage dont j'ai pas fait mention, mais que vous l'avez relevé, c'est un très très bon usage, c'est la possibilité aussi d'emporter des livres sur soi. Et ça, c'est assez amusant, parce que la plupart des gens ont trouvé ça au départ génial, et puis après ont essayé de brûler cet usage-là. Je m'aperçois de 2 choses, moi. Alors, j'ai beaucoup décrié le modèle Apple et le modèle fermé, mais force est de constater quand même que je n'ai jamais acheté autant de logiciels ou de contenu que depuis que cela existe. Et la deuxième chose, quand e-book est sorti, alors l'e-book est sorti en France un peu après les États-Unis, et on ne pouvait pas télécharger l'application e-book depuis la France, donc je l'ai découvert en même temps que les Français. J'avais pas eu la version américaine. Et je me suis pris à découvrir le catalogue. Évidemment, quand j'ai vu que les livres étaient vendus à peu près le même prix qu'un livre en vrai, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? On essaye de nous refaire le coup de la musique numérique au prix d'un CD, alors que 80% des coûts, c'est de la distribution. C'est pas normal, c'est pas logique. Donc je me suis auto-limité et j'ai téléchargé des tas d'œuvres que j'avais pas eu le temps de lire dans ma jeunesse, en me disant, peut-être que là, c'est un moyen de lire et c'est un moyen de retrouver du contenu. Et c'est un usage et c'est un rapport avec le livre qui est tout à fait intéressant et qui est pas aussi, qui est peut-être pas aussi à dénigrer que beaucoup disent. Alors justement, dans la traînée de la sortie de l'iPad, la question que je posais aussi, de savoir si ça va révolutionner nos habitudes, nos modes de consommation, mais est-ce que ça va imposer aussi, par effet de réaction, de nouveaux modes de consommation, notamment sur la consommation du livre, sur la consommation de la presse, et derrière de nouveaux modèles économiques ? Alors par rapport à la lecture, il peut y avoir un frein parce qu'il y a toute une dimension qui est associée à la lecture nomade. C'est vrai qu'un baladeur ou une tablette type Kindle d'Amazon serait plus adapté, donc à peu près le format de l'iPhone par rapport à l'iPad. Donc hormis pour des trajets longs, parce qu'il est plus petit. Voilà, exactement, lié à la taille. Donc pour des trajets plus longs, là on peut amener sa bibliothèque et donc l'iPad aurait un intérêt. Mais tout de même, l'iPad donne plus de lisibilité. C'est quand même plus confortable de lire
un livre ou un magazine sur un iPad que sur... Apparemment, d'après les tests, la lisibilité est équivalente entre un Kindle, par exemple, une tablette Kindle d'Amazon et l'iPad. L'intérêt majeur, c'est la double page et puis la taille de l'écran. Mais pour du quotidien, lecture dans le métro, finalement, on aurait l'équivalent d'un tabloïd, en fait, d'un journal. Et que les consommateurs ou les lecteurs de presse ou d'ouvrages aiment de moins en moins. C'est quand même un peu plus petit qu'un tabloïd. Un petit peu plus petit, oui. Mais c'est moins souple, c'est moins maniable au quotidien. Donc là, la question se pose. En revanche, par rapport à ce que vous disiez sur la presse, alors là, c'est pas point de vue consommateur, mais point de vue éditeur de presse, eux attendent beaucoup. Pensent que l'iPad va devenir un modèle payant, imposer un modèle payant de la presse via Internet. Voilà, que ça va crédibiliser. Et vous y croyez à ce modèle de diffusion de la presse payante sur Internet? Parce qu'on était habitué au tout gratuit. Qu'est-ce qui peut pousser l'utilisateur à accepter de sortir du tout gratuit et prendre des offres? Le Monde a sorti une offre quadruple play, par exemple. Moi, j'y crois pas trop, surtout sur la jeune génération qui a vraiment été habituée au gratuit. Donc il faudrait vraiment proposer une offre à forte valeur ajoutée pour les inciter à acheter. Et il y a une étude récente là, qui est sortie d'un institut d'études qui travaille beaucoup dans le secteur culturel, GFK, et qui met en avant en fait, que 89% des internautes refuseraient de payer pour des informations. Voilà. Alors, c'est là où je suis peut-être un des plus âgés autour de la table, donc c'est assez amusant. C'est là où j'introduis du disruptif. Moi, j'y crois beaucoup, mais pas à la force de ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché français, à quelques exceptions près. C'est-à-dire que les premières applications sorties sur l'iPad, quand on les a achetées et qu'on a regardé ce que les gens de la presse faisaient, on a été très triste, quoi. C'est lamentable. Arriver à ce niveau c'est du PDF, c'était de la lecture bête. Donc ça, évidemment, nos jeunes sont pas fous, ils vont pas payer pour cette chose-là. Quand Wired a sorti son premier numéro, le monde entier en a parlé. Et tout le monde a téléchargé, potentiellement payé et regardé. Quand on essaye de nous revendre et de nous ressourcer du contenu sous différentes formes sans pour autant prendre en compte la dimension numérique et sans surtout faire quelque chose sans modifier la user experience, c'est évident que derrière, les mêmes poses reproduisent les mêmes effets. Et ce qui s'est passé pour la musique, on va le retrouver pour l'écrit, on va le retrouver pour plein de choses. Quand je regarde et c'est pas pour faire de la publicité, mais comment prend Alain Veil, maintenant il est plus dans la tribune, mais comment il prend le problème et comment il essaye de cross-fertiliser. Et quand je regarde son application, je me dis qu'il a peut-être compris des choses que la plupart des gens n'ont pas compris. Pourquoi je vais effectivement payer Le Monde au travers d'une application iPad alors que je l'avais plus ou moins gratuitement sur l'iPhone? Non, là par défaut, je ne suis pas prêt à payer. Par contre, l'histoire de la tribune, j'ai envie de tester. C'est gratuit jusqu'au 15 juillet. Donc là, je peux commencer à m'habituer. Et puis, ça a l'air d'être simple de payer. Si je veux un numéro, je vais l'acheter et je vais cliquer et je vais l'avoir. Pourquoi pas? Et puis, quand vous prenez l'avion, je vais vous citer une anecdote, c'est assez amusant. Ce week-end, je revenais avec mon fils de 12 ans et il prend des journaux et il veut les regarder. Il a voulu les déplier dans l'avion comme tout le monde. Bon, il y avait deux sujets intéressants ce week-end, vous les connaissez, entre Bettencourt et le football. Il a commencé à regarder ça, il a lu le football, puis je le regardais faire et se débattre avec le papier, puis à un moment, il me dit, mais c'est quand même pas pratique ce truc, alors qu'il est élevé. C'est pas de la Y génération là, ceux qui pensent qu'ils savent. C'est vraiment de la génération qui est née avec. Et il m'a dit, mais c'est quand même pas pratique. Vous savez, tous les cours sur la sensualité de l'encre qui tâche les doigts, j'y crois pas beaucoup, cette affaire-là. Ces jeunes-là sont nés avec cette affaire-là. On lui aurait donné un iPad, le mien, avec derrière la tribune téléchargée gratuitement, et tiens, vas-y, regarde. Il aurait été le plus ravi et le plus heureux du monde, je peux vous assurer. Alors, ce n'est que mon expérience, ce n'est que mon sentiment. Quand je vous dis devin plombier, c'est mon côté devin. Mais si on fait vraiment du numérique et du numérique intelligent, et si la presse, par exemple, fait à la place de Google, à la place même de Google, ou d'Apple, fait ce qu'elle devrait faire, c'est-à-dire me propose une interface utilisateur super sympa. Il n'y a pas besoin d'en développer 150 en fonction des journaux, mais me permet d'acheter le journal que j'ai envie. J'ai l'impression qu'on va devoir payer, on va pouvoir payer. J'ai d'autres enfants, 17 ans et 21 ans. J'ai quand même l'impression que quand je regarde la musique qu'ils ont sur leurs équipements, ils l'ont plus acheté que piraté, de même que les applications. Donc quand on propose quelque chose, je pense qu'il y a un public et il y a un marché qui adhère. Donc l'iPad, ça va être un produit générationnel en fait, si je suis votre raisonnement. Oui, je pense qu'il y aura une...
Alors, il est géré international à 2 types. Il y a quand même les gens ont appelé ça une régression. Et moi, le premier, d'ailleurs, dans un de mes premiers articles sur mon blog, j'avais dit qu'est-ce que c'est que cette espèce de machin? Il n'y a pas de véritable OS, alors que c'est pas vrai. C'est monotâche, alors que c'est pas très vrai. Et il n'y a plus de souris. Non, mais il faut bien en même temps qu'on ait des générations futures. Oui, mais il y a quelque chose de très nouveau. C'est-à-dire que moi, j'ai vu cette affaire-là arriver. Le public, c'est pas forcément nous. Prenez un jeune et vous le regardez comment il se débrouille. Même les chats savent l'utiliser pour jouer du piano. Vous avez vu cette vidéo qui a circulé sur le net d'un bébé, un enfant de, je sais pas, de 2 ans ou 3 ans, qui était très à l'aise avec la navigation sur l'iPad. Voilà. Oui, vous regardez ça, et après, là j'ai commencé à comprendre quand j'ai regardé ça, et quand j'ai regardé une personne âgée utiliser l'informatique. Et je me suis dit, respect, on peut plus trop parler, on peut plus trop se gausser en se disant, on n'a pas le truc, machin, etc., etc. C'est 1 milliard de fois mieux, même pour nous, que le Minitel qu'on avait à l'époque, où on ne pouvait rien hacker. Et le Minitel a structuré l'industrie qu'on connaît, ça n'a pas créé de valeur, si ce n'est pour certains, et on voit comment ils ont gagné de l'argent. Ce truc-là, même si c'est fermé et centré autour d'Apple, c'est pas si fermé que ça, le unlocker n'est pas si compliqué que ça. Créer de la valeur, on peut quand même s'insérer dans le dispositif, alors faut pas être bisounours, bien évidemment, on peut quand même en faire quelque chose, et quand on voit l'utilité, l'usage que ça pourrait rendre à des gens qui sont mal depuis le début avec cette imbécilité, cette sinistrose qui est l'interface multifenêtre plus la souris, qu'à voir les personnes âgées se débrouiller, ou même des moins jeunes se débrouiller avec la souris, pour comprendre que c'est tout sauf évident et facile. Là, il y a une disparition, il y a une focalisation de l'attention sur une application et sur un usage. Ça peut créer du différenciant. Et tous ceux qui n'y croyaient pas, à mon avis, ont tort. Ce truc-là va avoir une puissance. Maintenant, c'est facile de le dire, on voit les chiffres. Mais c'est sûr que... Mais a un intérêt. Indépendamment du hype Apple, a un intérêt fondamental. Mais finalement, sur la création, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de révolutionner les codes de création eux-mêmes? On a déjà vu l'influence avec l'apparition de la vidéo, du rich media sur Internet, avec notre ordinateur. Est-ce que maintenant, au-delà de la presse, qui aura plus de facilité à proposer des contenus additionnels à forte valeur ajoutée, c'est même pas aussi le monde de l'édition qui risque d'évoluer dans sa manière de présenter, de créer une œuvre? Oui. Alors là, effectivement, c'est le cas pour certaines œuvres où vous pouvez avoir de l'interactivité, mais c'est pas... Toutes les œuvres ne sont pas proposées de cette façon-là, et on a encore, alors en particulier en France, un certain nombre de freins. Aujourd'hui, on a trois principales maisons d'édition qui ont accepté de nouer des accords avec Apple. Donc on a Hachette, Erol, Albin Michel. On a une application, on va dire un peu à la marge, qui est Eden Reader, auquel qu'ont contracté donc Gallimard, donc quand même des grands groupes, Gallimard, La Martinière, Flammarion, qui là est une application gratuite et qui permet de ne pas être engagé pieds et poings liés avec Apple. Mais pour l'instant, les formes qui sont proposées principalement sont des formats, comme vous disiez, format EPUB ou format PDF, mais pas forcément avec une valeur ajoutée et de l'interactivité proposée. C'est plus le cas pour des ouvrages anglo-saxons, en fait. En France, on a à la fois moins d'offres et puis moins d'interactivité. De toute façon, il y a un moment où, à partir de l'instant, on va demander aux gens de payer, parce que c'est du micro-paiement. Donc au début, c'est quasiment $1, ça se fait très facilement. Mais après, petit à petit, en fin de course, on s'aperçoit qu'on a payé beaucoup de choses. Donc, on peut imaginer que le consommateur va être beaucoup plus sélectif, beaucoup plus exigeant dans ses attentes. Et là, il va peut-être falloir... il y aura peut-être une sélection aussi chez les éditeurs entre ceux qui auront perçu et qui surferont sur la vague et ceux qui resteront sur le côté, non ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une consultation en France. Alors, il y a eu beaucoup de rapports sur le numérique, mais il y a une consultation qui a été faite à la demande de Nathalie Kosciusko-Morizet, là, qui se terminera le 7 juillet, sur les innovations technologiques qu'on pourrait prévoir dans le numérique. Voilà, pour essayer de brosser un peu le portrait de ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait apporter. Donc, ça aura, je pense, un impact sur l'iPad. Mais effectivement, l'un des premiers pour l'instant à rentrer dans cette vague par rapport à l'iPad, c'est Hachette. Tout à fait. Alors, je crois qu'on est relativement frileux sur le sujet. Ouais. C'est pas pour jeter la pierre à nos amis, mais c'est clair que la révolution du numérique a beaucoup de difficultés à être construite et voire conduite. Et conduite, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui précède par des maisons de disques ou par des maisons d'édition. Donc je ne vais pas refaire le débat sur la création et Internet, etc., etc. Mais force est de constater que, et j'ai fait l'exemple premier, je ne le ferai plus jamais.
J'ai acheté, par exemple, pour voir, un dictionnaire des rimes. Je me suis dit, ils vont être intelligents. Je ne cite pas qui c'est. Ils vont être intelligents. Un dictionnaire des rimes sur iPad. Sur l'iPad. Ça va être intelligent. Ça va me permettre de regarder, d'un peu d'interactivité. Vous voyez, sur une rime, on voudrait un mot, quoi. Non, télécharger l'application, c'est minable. Et là, je me suis dit, je me suis fait avoir. Donc, si les maisons... Elle était gratuite, cette application? Non, elle n'est pas gratuite. C'est l'équivalent papier. Parce que parfois, on a le modèle, on l'a vu sur l'iPhone, de l'application basique aux fonctionnalités, enfin très prometteuse, mais aux fonctionnalités assez limitées. Et derrière, l'application premium qu'on vend... Oui, non, c'est pas là. Mais là, ça participe à un assèchement intellectuel et culturel. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec la rime, rerouter dans l'univers créatif, poétique, rentrer. Enfin, il y avait un univers extraordinaire à faire et on a fait une merde d'application pour toucher 0,75 centimes d'euros ou 2 ou 3 euros qui est inutilisable. Et là, pour autant, le papier est beaucoup plus intéressant que cette espèce d'application où derrière, on met la terminaison en 2 lettres et on trouve un ensemble de mots qui n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens, ces applications. Donc, c'est pas là où on va révolutionner, où ça va faire des choses. Mais pour autant, il y a des gens qui le conduisent, cette révolution, et il y a des gens qui vont le faire. Il va pas falloir s'étonner que ces gens qui ne veulent pas voir, ou qui veulent plutôt préserver, non pas des rentes, mais une habitude, ne pas bousculer trop leur métier, vont avoir un souci par rapport à des gens qui vont bien comprendre ce qu'on peut faire avec ces choses-là et qui vont révolutionner le sujet, qui vont comprendre l'iPad et ses dérivés comme quelque chose formidablement créateur de valeur, et on va déplacer la création effectivement, ou au moins la capacité à capter de la valeur sur d'autres acteurs, et ça peut être potentiellement dommage pour des gens qui auraient pu conduire cette révolution. Alors justement, on a vu un peu le point de vue de ceux qui avaient trouvé une utilité, le point de vue des sceptiques, au rang des détracteurs. D'ailleurs, le titre de ce débat pose bien une des critiques qu'on entend par rapport à l'iPad. Est-ce que l'iPad, au fond, nous infantilise? Alors, est-ce que le côté ludique de l'objet, simpliste, accessible à un enfant de 3 ans, n'est pas aussi perçu comme quelque chose de réducteur par rapport à la culture avec un grand C, et telle qu'on aime bien la promouvoir et la véhiculer en France? Il y a une part d'infantilisation liée à la dimension tactile, mais je pense que c'est vraiment marginal. Enfin, la part par rapport au sujet du débat aujourd'hui est plus de la sublimation. Il y a l'attachement à la marque, au personnage de Steve Jobs, etc. Mais j'ai pas l'impression que l'infantilisation soit fondamentale. Ce qui est drôle, c'est qu'on pense qu'infantiliser est un gros mot, ou quelque chose de négatif. Je pense que si Steve Jobs le voyait, ça serait un formidable compliment. Oui, parce que c'est-à-dire qu'on rend accessible, en fait. Mais bien évidemment, là, il a réussi. C'est-à-dire qu'il sort à peu près n'importe quoi. Il est rentré dans une sorte de commodité. Le problème n'est pas est-ce que ça nous infantilise, pour moi, est-ce que ça nous lobotomise? Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, est-ce que la valeur n'est pas captée par juste quelques acteurs qui vont en tirer l'essentiel de la richesse et qui vont en exclure d'autres, tout comme on l'a fait sur le économique. Alors justement, pour vous, est-ce que ça nous lobotomise? Potentiellement, oui, ça peut nous lobotomiser, au même titre que, je vais être très très clair, au même titre que le web nous a lobotomisé, au même titre que le surf nous a lobotomisé. Les jeux vidéo ou tout. Alors, le jeu vidéo, c'est autre chose, mais quand je vais m'exprimer, je vais être clair là-dessus. Il y a un très bon article que je vous engage à rechercher, on mettra peut-être l'URL. Il y a quelqu'un a écrit un jour, je me souviens plus qui, de plongeur, je suis devenu surfeur. C'est-à-dire qu'en gros, avant, j'avais la capacité à aller chercher l'information, à aller fouiller, regarder et m'intéresser et avoir mon focus d'attention sur un sujet pendant un certain temps. Ces nouvelles technologies, que j'adore, ces nouvelles technologies nous ont quand même transformés par ces multitudes de fenêtres, par ces multitudes de sollicitations. Notre conscience progressivement est de plus en plus détachée. Progressivement, c'est le cerveau électrique qui prend sa dimension. Action, réaction, on comprend plus trop les faits, on comprend plus trop les choses. Et on a beaucoup de mal, force est de constater, vous avez dû tous le voir, on a beaucoup de mal à focaliser notre attention sur un sujet et aller chercher en profondeur ce qui peut arriver. C'est ce que j'appelle lobotomiser, pas forcément infantiliser. C'est un des sujets qui sera sûrement débattu à un moment, c'est aussi cette approche du temps réel qui a été amenée par la communication Internet et l'Internet mobile. Donc, on est d'accord, on n'infantilise pas, ou si on infantilise, c'est au sens positif du terme. La sublimation, donc ça, je crois qu'on on a assez parlé. Juste une question, vous avez parlé du modèle fermé, avec des critiques à peine, on sentait une critique à peine feutrée. Au fond, n'est-ce pas justement cette politique de marque
d'Apple, c'est le monopole de l'iTunes Store. C'est le réseau de distribution. On n'achète pas un iPad partout, finalement. Les opérateurs qui pourraient le vendre avec une prime pour les iPad 3G, qui pour l'instant ne le font pas, est-ce que c'est pas ça qui renforce un peu ce désir d'avoir et ce qui finalement sublime le produit? Alors effectivement, là on est sur la rareté et ça participe effectivement de la sublimation à mon avis. Et par rapport à l'usage e-book, on est en train de se demander si Amazon ne va pas prendre le dessus par rapport à l'iPad, puisqu'il y a une stratégie d'ouverture où là l'application Kindle est disponible sur iPhone, sur iPod Touch et sur iPad. Et puis la bibliothèque aussi numérique est un petit peu plus importante. Donc voilà, exactement. On reste dans le politiquement correct. Non. Pour moi, le vrai sujet, c'est qu'à un moment donné, si on plonge pas dedans, le vrai sujet du numérique, c'est pas de former des consommateurs. Il va falloir quand même se réveiller. On est de plus en plus nombreux à le dire, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. La révolution va se faire avec nos jeunes, et nos jeunes, pendant des années et des années, par rapport à la technologie, on a essayé de leur inculquer de la technologie, même pas d'usage, de la technologie de marque. On les a formés à du Thomson TO7, on a vu le résultat et la catastrophe. On a fait après rentrer du traitement de texte à l'école, on les a formés à Word de Microsoft, Excel, etc. Ensuite, là, plus récemment, c'est Google qui essaye de rentrer pour les former à du moteur de recherche. C'est lamentable, très honnêtement. On ne forme pas des créateurs, on forme des consommateurs. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on va avoir une grosse problématique parce que celui qui va gagner, c'est celui qui va être capable d'aller synthétiser dans quelque chose suffisamment matériel, parce que là, l'immatériel, pour pouvoir le consommer et le comprendre, faut le rematérialiser, de l'information qui va lui-même capter, agréger, etc., redigérer, etc., etc. Donc là-dessus, si le marché est ouvert, j'ai pas vraiment de problème. On n'a qu'à se débrouiller, on n'a qu'à se bouger et faire mieux que les autres. De toute façon, on va arriver des concurrents. On voit déjà des copies de l'iPad en Chine. Il y a un moment où des marques vont aussi développer leur propre vision de cette tablette numérique. C'est pas sur le device qu'est le problème, parce que le concurrent, on est tous un certain nombre, dont on n'achètera pas de la sous-marque sur ce sujet-là. On peut imaginer que d'autres marques bien établies sortent aussi leur interprétation de... Alors le moment va venir de conclure. Je vais vous poser chacun deux questions. L'une, c'est comment vous voyez l'avenir de l'iPad dans les mois ou les années à venir par rapport à ce qu'on peut imaginer, ce qu'on vient de dire, donc ça servira de conclusion. Et puis l'autre, c'est une question un peu plus personnelle, c'est si vous deviez partir, je ne sais pas moi, quelque part en voyage ou sur une île déserte avec un iPad et une seule application, quelle application ou quel type d'application emmèneriez-vous? Alors, l'avenir... Moi, j'ai encore des craintes. Enfin, il faut attendre, je pense, septembre pour les acheteurs, on va dire, suiveurs, notamment en France, pour faire un bilan, on va dire, à court terme. Mais j'ai encore des freins, comme vous disiez, il faut effectivement se bouger. Mais les éditeurs ont encore un risque pour la partie e-book de cannibalisation entre le papier et le livre numérique. Donc là, j'attends de voir les offres qui vont être proposées. Et puis, si je devais partir, voilà l'application. Ou le type d'application. Ce serait la musique. La musique. Donc l'iPod, en fait. Voilà, l'équivalent. Donc un gros iPod. Voilà, c'est ça. Honnêtement, je pense que j'ai aucun doute sur le succès de l'iPad. Heureusement et même malheureusement, j'allais dire. Ça va révolutionner des choses. Steve Jobs a dit que c'était la chose la plus importante qu'il avait fait de sa vie. Il a de la constance. Il avait déjà essayé de le faire il y a précédemment, mais toutes les faisceaux n'étaient pas encore là. Il avait fait quelque chose d'assez affreux. D'ailleurs, il y avait des Français qui avaient trempé dedans. C'était pas très génial. Le contenu était pas là. On n'était pas baigné dans une atmosphère IP. On avait des problématiques de synchronisation, etc. Ça ressort au bon moment. Vous savez que l'iPhone, c'est non pas une erreur industrielle, c'est venu après l'iPad en vérité. C'est-à-dire ce qu'ils étaient en train de faire, c'était l'iPad, c'était pas l'iPhone. Et à un moment, quand Steve Jobs a vu ça, il a dit mais on pourrait en faire un téléphone. Donc c'est devenu plus révolutionnaire de sorte. Donc pour moi, j'ai très bien du keynote. J'ai pas d'inquiétude sur ce sujet-là. Et puis pour l'application, le mail évidemment. Le mail. Donc en fait, des usages très classiques qu'on peut satisfaire avec, au fond, même un iPod Touch, sans avoir besoin de l'iPad.
Chers internautes, à vous aussi de nous donner votre avis. Vous savez que TechTalk TV est une chaîne interactive. Vous pouvez déposer vos commentaires, consulter en cliquant sur nos noms, nos différentes fiches et continuer le débat sur le site. Merci beaucoup, à très bientôt.